Vous est-il déjà arrivé d'être assis à une table familiale, entouré de personnes qui vous aiment, et de vous sentir complètement transparent, pas ignoré, pas maltraité, juste transparent, comme s'il y avait une paroi de verre entre vous et tous les autres. Vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre rire, parler, se passer le pain. Mais quelque chose vous sépare de tout cela. Quelque chose que vous ne pouvez ni nommer, ni expliquer, et certainement pas admettre. Car comment dire à une pièce remplie de personnes qui se soucient de vous, que vous vous sentez complètement et irrévocablement seul? Albert Einstein, oui, Albert Einstein, a essayé de nous mettre en garde contre cela, pas dans une salle de conférence, pas dans un article scientifique, dans une lettre discrète, privée, déchirante, que la plupart du monde n'a jamais lue. Une lettre dans laquelle l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle a confessé quelque chose que personne n'attendait d'un tel génie. Il a confessé qu'il comprenait la solitude, pas la solitude d'une pièce vide, l'autre type de solitude, la solitude d'être entouré par le monde et de se sentir toujours séparé de lui, la solitude qui n'a pas de remède dans la compagnie, pas de solution dans la conversation, pas de réponse dans le fait d'être entouré de plus de personnes parce que le problème n'a jamais été l'absence de personne. Le problème était quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'intégré dans la façon dont nous vivons l'existence. Et ce qu'Einstein a découvert sur les raisons pour lesquelles nous ressentons cela, sur les raisons pour lesquelles vous pouvez aimer quelqu'un et vous sentir quand même à 1000 kilomètres de lui, sur les raisons pour lesquelles une pièce remplie d'amis peut être plus solitaire qu'une maison vide. Et quelque chose que je crois que le monde n'était pas prêt à entendre quand il l'a dit. Et je ne suis pas sûr qu'il le soit maintenant, mais je vais vous le dire quand même, parce que si vous avez senti cette paroi de verre invisible entre vous et le monde, alors vous méritez de savoir que le plus grand esprit du XXe siècle l'a senti aussi. Et il ne l'a pas seulement senti, il l'a comprise, il a vu ce qui la causait, et il a laissé derrière lui, dans des lettres que la plupart des gens ne liront jamais, l'explication la plus claire de la solitude humaine qui ait jamais été écrite. Ils vous ont dit que la solitude, c'est être seul, que si vous vous sentez seul, vous avez besoin de plus d'amis, plus d'activités, plus de connexions, rejoignez un groupe, appelez quelqu'un, sortez de la maison, fréquentez des gens. Et si vous êtes entouré de gens et que vous vous sentez toujours seul, alors quelque chose ne va pas chez vous. Vous devez être ingrat ou déprimé ou brisé d'une manière qui vous empêche de ressentir ce que tous les autres semblent ressentir si naturellement. Voilà ce qu'ils vous ont dit. Einstein aurait dit qu'il comprenait mal le problème, totalement. Pas parce qu'il était plus intelligent que les personnes qui donnaient ses conseils, même s'il l'était, mais parce qu'il avait vécu la contradiction lui-même. Il avait été la personne la plus reconnue de la planète, un homme qui ne pouvait pas marcher dans la rue sans être arrêté, un homme dont le visage était en couverture de tous les magazines, dont le nom était connu dans tous les pays, dont le courrier apportait des centaines de lettres par semaine, de parfaits inconnus qui avaient l'impression de le connaître. Et il était seul, pas parfois, pas occasionnellement, profondément, persistantement, structurellement seul, d'une manière que la célébrité, la reconnaissance et l'admiration ne pouvaient pas toucher. Ses mariages ont été douloureux. Sa première femme, Mileva, avait été la seule personne qui comprenait à la fois son intellect et son ambition. Mais l'intimité entre eux s'est érodée année après année, jusqu'à ce qu'ils deviennent des étrangers partageant une maison. Sa seconde femme, Elsa, l'adorait, mais de l'aveu même d'Einstein, ne comprenait pas son travail. Et il existe des lettres dans lesquelles Einstein décrit son retour à la maison. Après les découvertes intellectuelles les plus extraordinaires du siècle, auprès d'une femme qui ne pouvait pas partager ce qu'il vivait, pas parce qu'elle n'était pas intelligente, mais parce que la chose qui le consumait, le paysage intérieur où il vivait vraiment, lui était inaccessible
Et se sentir inaccessible à la personne qui dort à vos côtés chaque nuit est une forme particulière de solitude, qu'aucune quantité de compagnie ne peut toucher. Il l'a dit lui-même, il est étrange d'être connu si universellement, et pourtant d'être si seul. Relisez cette phrase. Ce n'est pas un poète qui écrit depuis un grenier. C'est l'être humain le plus célèbre de son siècle, un homme entouré de collègues, d'admirateurs, d'étudiants et de journalistes, qui vous dit que la reconnaissance universelle n'a pas guéri sa solitude, que le fait d'être connu de millions de personnes ne lui a pas donné le sentiment d'être connu. Et si vous vous êtes déjà senti ainsi, si vous avez déjà été dans une pièce où tout le monde connaît votre nom et que vous vous êtes quand même senti comme un étranger, alors vous comprenez quelque chose qu'Einstein comprenait, quelque chose dont la plupart des gens ne parlent jamais. J'ai besoin de vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. Quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute auparavant. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je suis allé à l'église tous les dimanches. Je me suis assis au même banc. J'ai serré les mêmes mains. J'ai entendu les mêmes salutations. Comment allez-vous? Bon de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai souri. Et j'ai hoché la tête. Et j'ai répondu les mots justes. Mais il y a eu des dimanches, plus que je ne voudrais en compter, où je me suis assis sur ce banc, entouré d'une centaine de personnes chantant le même hymne, et je me suis senti si seul que j'avais envie de me lever et de sortir. Pas parce que j'avais perdu ma foi, mais parce que je ne pouvais sentir personne. Je pouvais les entendre, je pouvais les voir, mais je ne pouvais pas les atteindre. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, et plus j'essayais de le traverser, plus cela devenait épais. Je ne l'ai jamais dit à personne, ni à ma femme, ni à mes amis, ni au pasteur. Parce que qu'est-ce que j'aurais dit? Je me sens seul à l'église. Je me sens seul au réveillon de Noël. Je me sens seul dans mon propre mariage certains soirs. Ce ne sont pas des choses qu'un homme admet. Pas un homme de mon âge. Pas un homme qui est censé avoir compris cela maintenant. Mais Einstein l'a admis, en privé, dans des lettres aux personnes en qui il avait le plus confiance. Il a admis que le verre était là pour lui aussi. Et il a passé les dernières décennies de sa vie à essayer de comprendre pourquoi Einstein avait exactement une personne dans sa vie qui, selon lui, le connaissait complètement. Pas ses femmes, pas ses enfants, pas les scientifiques avec lesquels il travaillait, ni les dirigeants mondiaux qui sollicitaient ses conseils. Une seule personne. Il s'appelait Jean-Michel Bessot. Ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants à Zurich, dans les années 1890, deux jeunes hommes qui aimaient la physique, la philosophie, et se disputaient sur la nature des choses. Ils sont devenus amis, de la manière dont seuls les jeunes peuvent l'être, avant que les murs ne se dressent, avant que vous n'appreniez à jouer un rôle au lieu d'être vous-même. Quand ils se sont tous les deux retrouvés à travailler à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle suisse à Berne, ils ont pris une habitude qui allait durer des années. Chaque soir après le travail, ils rentraient ensemble à pied, et pendant ces promenades, ils parlaient, pas de banalité, pas de « comment s'est passée ta journée ». Ils parlaient de la lumière, du temps, du mouvement, et de ce que cela signifiait que l'univers semblait se comporter d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Einstein a dit plus tard qu'il n'aurait pas pu développer la théorie de la relativité restreinte sans ces conversations. Pas parce que Bessot était un grand physicien, il était compétent, mais banal dans le domaine. Ce que Bessot a donné à Einstein, c'est quelque chose qu'aucune équation ne pouvait fournir. Il lui a offert l'expérience d'être écouté, d'avoir un autre esprit qui tend vers le sien et le touche réellement, de voir le fossé entre deux personnes se réduire à néant, même pour un instant, dans la poursuite commune de quelque chose de plus grand qu'eux. En 1918, Albert Einstein a écrit quelque chose à propos de Jean-Michel Bessot qui m'a interpellé quand je l'ai lu. Il a dit que personne n'est aussi proche de lui et que personne ne le connaît autant que lui. Personne ne me connaît autant que lui. C'est un homme qui était connu du monde entier,
un homme dont l'image était partout, et il dit qu'une seule personne le connaissait réellement. Une seule personne dans toute sa vie avait réussi à traverser la paroi de verre. Réfléchissez à ce que cela signifie. Réfléchissez à ce que cela dit sur la différence entre être reconnu et être connu, entre être entouré et être rejoint, entre avoir des gens dans votre vie et avoir quelqu'un qui vous voit réellement. Albert Einstein comprenait cette différence, car il en avait fait l'expérience des deux côtés. Il avait toute la reconnaissance que le monde pouvait offrir, et ce n'était pas assez. Et il avait une amitié, une vraie connexion, et c'était tout. Il y a eu une autre relation dans la vie d'Albert Einstein qui révèle quelque chose d'important sur la façon dont la connexion fonctionne réellement. Son amitié avec la reine Élisabeth de Belgique. Ils se sont rencontrés en 1929, quand Albert Einstein a visité la cour royale belge. Un duo improbable. Un physicien juif qui ne se souciait pas du protocole et une reine piégée dans les formalités de la royauté. Ce qui les a connectés, c'est la musique. Ils jouaient ensemble, du violon et du piano. Et en jouant, il s'est passé quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Les murs sont tombés. Ils ont commencé à s'écrire de longues lettres, pas sur la politique, ni la science, ni les affaires royales, mais sur la solitude, sur le deuil, sur ce que signifie être entouré de gens qui voient votre titre ou votre gloire, mais pas vous. Quand le roi Albert est mort subitement en 1934, Albert Einstein a écrit à Élisabeth avec une tendresse que l'on n'attend pas de l'homme que les manuels décrivent. Il a reconnu son silence et sa solitude. Il n'a pas essayé de les corriger. Il n'a pas offert de platitudes sur le plan de Dieu ou sur le temps qui guérit toutes les blessures. Il a simplement tendu la main à travers la distance entre Princeton et Bruxelles et a dit, en substance, « Je te vois, je sais ce que tu portes. Tu n'es pas seul là-dedans. » Cette lettre est l'une des choses les plus humaines qu'Albert Einstein ait jamais écrites. Et elle révèle quelque chose de crucial sur la façon dont Albert Einstein comprenait la solitude. Il ne croyait pas qu'elle pouvait être guérie en étant entourée de gens. Il croyait qu'elle ne pouvait être guérie qu'en étant rejoint par quelqu'un. Et être rejoint nécessite quelque chose que la plupart des interactions sociales ne fournissent jamais. Cela exige que quelqu'un soit prêt à laisser tomber la performance et à vous rencontrer à l'endroit où vous vivez réellement. Leur correspondance a continué pendant des décennies. Élisabeth a écrit à Albert Einstein en 1941, disant qu'elle pensait souvent aux belles et heureuses heures qu'ils avaient passées ensemble, et elle se demandait quand ils se reverraient. Deux personnes séparées par un océan, par une guerre, par le vaste fossé entre une reine et un physicien, et pourtant connectées d'une manière dont aucune d'elles n'était connectée aux personnes qui les entouraient chaque jour, parce qu'ils s'étaient trouvés derrière la paroi de verre. Ils s'étaient rencontrés à l'endroit où les titres et la gloire n'ont pas d'importance. L'endroit où une personne voit simplement une autre, voilà à quoi ressemble une vraie connexion. Pas la proximité, pas la fréquence des contacts, pas le nombre de personnes dans votre vie. Cela ressemble à une personne qui envoie une autre à l'endroit où elle vit réellement. Et vous pouvez avoir ça avec quelqu'un que vous voyez une fois par an, ou quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne, et vous pouvez en manquer entièrement avec quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant 40 ans. Mon père avait plus d'amis que quiconque je connaissais. C'était l'homme que tout le monde appelait, l'homme qui se présentait à chaque réunion, racontait les meilleures histoires, faisait rire tout le monde. Si vous aviez demandé à quelqu'un qui le connaissait, il vous aurait dit que c'était la personne la plus connectée de la pièce. Il m'a dit quelque chose une fois, vers la fin de sa vie, que je n'ai jamais oublié. Nous étions assis sur son porche, juste nous deux, et il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit qu'en 78 ans de vie, il n'était pas sûr que quelqu'un le connaisse réellement, qu'il avait joué une version de lui-même pendant si longtemps, qu'il n'était pas certain que le vrai existait encore, que l'homme que tout le monde aimait à la fête était un personnage qu'il avait créé, et que le vrai homme,
celui avec les doutes, les peurs et les questions qui le tenaient éveillé la nuit. Cet homme n'avait jamais été présenté à personne. Il l'a dit doucement, comme s'il confessait quelque chose qu'il n'avait jamais admis, même à lui-même. Et puis il a changé de sujet, et nous n'en avons plus jamais parlé. Je pense à cette conversation tous les jours, parce que je pense que mon père décrivait la paroi de verre dont Albert Einstein parlait, la paroi qui nous sépare du monde, même quand nous sommes au milieu de celui-ci. Et je pense que la raison pour laquelle il ne l'a jamais dit à personne est la même raison pour laquelle je n'ai jamais parlé à personne de ces dimanches à l'église. Parce qu'admettre que vous vous sentez seul quand vous êtes entouré de gens, ça sonne comme de l'ingratitude. Ça sonne comme si vous disiez que l'amour qu'on vous a donné n'est pas suffisant. Et alors vous restez silencieux, et la paroi de verre devient plus épaisse. Maintenant, voici ce qu'Albert Einstein a vu que la plupart des gens manquent entièrement. En 1950, un père nommé Robert Marcus a écrit à Albert Einstein « Son fils de 11 ans était mort de la polio. Le père était détruit par le chagrin, cherchant n'importe quelle raison, n'importe quelle explication, n'importe quelle justification cosmique pour expliquer pourquoi son enfant avait été enlevé. Albert Einstein lui a répondu, et ce qu'il a dit dans cette lettre est, je crois, la chose la plus importante jamais écrite sur la raison pour laquelle les êtres humains se sentent seuls. Il a écrit qu'un être humain fait partie d'un tout, appelé par nous univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit, ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience, une illusion d'optique. Albert Einstein ne parlait pas métaphoriquement, il faisait une observation précise sur la nature de la conscience humaine. Il disait que la chose même que nous vivons comme l'aspect le plus fondamental de l'être vivant, le sentiment que je suis ici, à l'intérieur de ce corps, regardant un monde qui n'est pas moi, ce sentiment est une illusion, une erreur de perception, un tour que la conscience joue sur elle-même. Et voici la conséquence qui a ébranlé Albert Einstein, et qui, quand je l'ai comprise, m'a ébranlé. Si la séparation est une illusion, alors la solitude n'est pas causée par un manque de personnes autour de vous. Elle est causée par l'illusion elle-même. La paroi de verre entre vous et le monde n'est pas réelle. C'est une hallucination de la conscience. C'est l'esprit qui crée une frontière qui n'existe pas, traçant une ligne entre le soi et l'autre que l'univers lui-même ne reconnaît pas. Cela signifie que vous pouvez être dans une pièce remplie de monde et vous sentir complètement seul, car l'illusion est à l'œuvre. La paroi de verre est dressée et aucune compagnie, aussi nombreuse soit-elle, ne peut dissoudre ce verre, parce que le verre n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. C'est la manière dont votre conscience construit votre expérience de la réalité, une réalité souvent déformée. Et cela signifie autre chose, quelque chose d'encore plus troublant. Cela signifie que l'inverse est également vrai. Vous pouvez être physiquement seul, assis dans une pièce vide, sans personne autour de vous, et vous sentir complètement connecté. Parce que si la séparation est une illusion, alors la connexion ne dépend pas de la proximité. Il s'agit de voir à travers cette illusion. Il s'agit de ces moments où le verre se dissout et où vous expérimentez, même brièvement, que vous n'êtes pas séparé du reste de l'univers, que la frontière entre vous et tout le reste n'a jamais existé. Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, a vécu cela. Il l'a décrit comme une sorte de sentiment religieux. Pas la religion des églises, des dogmes et des croyances organisées. Un sentiment religieux cosmique, une sensation d'émerveillement et de connexion qui lui venait dans les moments où les équations fonctionnaient, où l'univers révélait sa structure, où la beauté de la chose qu'il regardait submergeait l'illusion qu'il en était séparé, et il l'a expérimenté lors de ses promenades avec Jean-Michel Bessot, dans ses lettres à Élisabeth, dans les moments où une autre personne franchissait la paroi de verre et le touchait.
pas parce qu'ils étaient physiquement proches, mais parce que quelque chose dans l'interaction dissolvait l'illusion de séparation. Pendant un instant, l'illusion se brisait, et dans cet instant, la solitude était impossible. Il a écrit tard dans sa vie qu'il avait toujours aimé la solitude, un trait qui tendait à augmenter avec l'âge. Mais ce n'est pas une contradiction. Albert Einstein aimait la solitude précisément parce qu'il avait appris à l'expérimenter sans l'illusion. Il avait appris à s'asseoir seul dans une pièce et à se sentir comme faisant partie du tout, à se sentir connecté à la communauté invisible de chercheurs, de questionneurs et d'amoureux de la vérité qui s'étendait à travers l'histoire et vers un avenir qu'il ne vivrait pas. Dans ce genre de solitude, il n'y a pas de solitude. Il n'y a que le bourdonnement silencieux d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. J'ai lu la lettre d'Albert Einstein sur l'illusion d'optique pour la première fois. Il y a environ 5 ans, j'étais assis dans mon bureau, seul, dans le calme d'un mardi après-midi. Et quand j'ai lu ces mots, il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer pleinement. Je ne me suis pas senti moins seul parce que j'avais trouvé une réponse. Je me suis senti moins seul parce que j'ai réalisé que la solitude elle-même était l'illusion, que la paroi de verre contre laquelle je me suis appuyé toute ma vie, à l'église, à la table familiale, assis à côté de ma femme dans la voiture. Cette paroi de verre n'était pas entre moi et eux, elle était entre moi et la réalité. Et pendant un instant, en lisant ces 78 mots, écrits à un père en deuil en 1950, le verre a disparu, pas parce que j'ai compris la physique, mais parce que les mots d'Albert Einstein m'ont atteint. À travers 70 ans, et la distance entre Princeton et mon bureau, un être humain a atteint un autre. Et dans cet acte de tendre la main, la séparation s'est dissoute. C'est comme ça que ça marche. Pas par l'explication. En tendant la main, Albert Einstein le savait. Il l'a dit d'une manière différente, dans un autre passage. Il a dit que, bien qu'il fût un solitaire typique dans sa vie quotidienne, sa conscience d'appartenir à la communauté invisible, de ceux qui s'efforcent d'atteindre la vérité, la beauté et la justice, l'avait empêché d'éprouver des sentiments d'isolement. La communauté invisible, pas la communauté visible, pas les gens que vous voyez tous les jours, les voisins, les collègues, les membres de la famille qui sont assis en face de vous à la table familiale, la communauté invisible, les personnes à travers l'histoire et à travers le monde, qui posent les mêmes questions que vous, qui se heurtent à la même paroi de verre, qui tendent la main vers quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer. Vous faites partie de cette communauté maintenant, en ce moment, en écoutant ces mots, en portant la question de savoir pourquoi vous vous sentez seul, même entouré de gens. Vous avez rejoint la communauté invisible qu'Albert Einstein a décrite, pas parce que vous vous êtes inscrit, pas parce que quelqu'un vous a invité, mais parce que vous vous efforcez. Vous tendez la main, et le fait de tendre la main est la connexion elle-même. Si cela résonne en vous, si entendre ces mots a rendu la paroi de verre un peu plus mince, le bouton « Super Thanks » est là. Cette chaîne existe parce que j'ai passé la plus grande partie de ma vie du mauvais côté de cette paroi de verre, pensant que quelque chose n'allait pas chez moi, jusqu'à ce que je trouve les lettres d'Albert Einstein et que je réalise que le verre lui-même était l'illusion. Si vous voulez m'aider à continuer à partager cela, je vous en suis reconnaissant. Mais ce qui compte le plus, c'est que vous soyez ici, que nous tendions la main l'un vers l'autre. Maintenant, Albert Einstein a fait une distinction qui, je pense, est la clé de tout. Il a distingué la solitude et la solitude. Deux mots qui se ressemblent, mais qui décrivent des expériences opposées. Il a écrit que la monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. Et il a également dit, dans un contexte différent, que dans la solitude, l'homme seul est dévoré par lui-même, parmi la foule, par les autres. Lisez ces deux déclarations ensemble. Dans la première, la solitude est un don. Elle nourrit l'esprit,
Elle crée un espace pour la pensée et la découverte. Dans la seconde, la solitude vous dévore. Elle vous mange vivant. Quelle est la différence? Albert Einstein a vécu les deux. Il a passé d'énormes périodes de temps seul, à travailler, à penser, à se promener seul dans les rues de Princeton, dans ses dernières années, ses cheveux sauvages et sa veste de cuir devenant autant une partie du paysage que les arbres. Et certaines de ces heures ont été les plus riches de sa vie, et certaines d'entre elles ont été les plus solitaires. La différence, Albert Einstein a fini par comprendre, n'était pas le nombre de personnes présentes. Il s'agissait de savoir si l'illusion était à l'œuvre, dans les moments où Albert Einstein se sentait connecté à la communauté invisible, où il se sentait comme faisant partie du tout, plutôt que séparé de lui. La solitude était le paradis. C'était la liberté. C'était l'espace dans lequel l'univers pouvait lui parler. Mais dans les moments où l'illusion s'emparait de lui, où il se vivait comme séparé, comme enfermé à l'intérieur de sa propre conscience, la même solitude devenait une prison. La même pièce vide qui avait été un temple devenait une cellule. Et si vous avez vécu les deux, si vous avez eu des moments de belle solitude et des moments de solitude dévastatrice, et si vous vous êtes demandé pourquoi la même circonstance peut produire des sentiments aussi radicalement différents, alors vous avez expérimenté exactement ce qu'Albert Einstein a décrit. La circonstance n'a pas changé. L'illusion s'est activée et désactivée. Et quand elle s'est activée, la paroi de verre s'est dressée et vous étiez seul, même si vous étiez entouré de 1000 personnes. Et quand elle s'est désactivée, la paroi de verre est tombée et vous étiez connecté, même s'il n'y avait pas une seule âme dans la pièce. Quand Jean-Michel Bessot est décédé le 15 mars 1955, Albert Einstein a écrit une lettre à la famille de Bessot. Il avait 76 ans, sa propre santé déclinait. Il allait mourir lui-même 1 mois plus tard. Et ce qu'il a écrit dans cette lettre est la déclaration la plus extraordinaire sur la connexion et la séparation que j'ai jamais rencontrée. Il a écrit que Jean-Michel avait quitté ce monde étrange un peu avant lui, que cela ne signifie rien. Pour les gens comme eux, qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Seulement une illusion obstinément persistante. Albert Einstein n'offrait pas une banalité. Il appliquait la même perspicacité qu'il avait exprimée dans la lettre à Robert Marcus. La séparation entre lui et Bessot, la séparation créée par la mort elle-même, était une illusion de la conscience. La paroi de verre qui semblait se dresser entre les vivants et les morts était la même paroi de verre qui se dressait entre Albert Einstein et l'inconnu dans la rue. Elle n'était pas réelle. C'était une expérience générée par une conscience qui ne peut s'empêcher de tracer des frontières là où il n'en existe pas. Cela ne signifie pas que le deuil n'est pas réel. Cela ne signifie pas que perdre quelqu'un ne fait pas mal. Cela signifie que la douleur vient de l'illusion, de la conscience insistant sur le fait qu'il existe un écart entre vous et la personne que vous aimiez. Albert Einstein savait que l'écart n'était pas réel, et le savoir n'éliminait pas la douleur. Mais cela en changeait la nature. La douleur n'est plus devenue un mur, mais une fenêtre, un endroit où l'illusion était la plus fine, où la paroi de verre, pendant un moment, est devenue transparente. Si vous avez perdu quelqu'un et que vous l'avez senti plus proche de vous dans son absence, que certaines personnes vivantes ne le ressentent en leur présence, alors vous avez expérimenté ce que Albert Einstein décrivait. L'illusion est incohérente. Elle ne fonctionne pas toujours. Et dans les moments où elle échoue, quand la paroi de verre tombe, vous pouvez vous sentir connecté à quelqu'un qui n'est plus dans la pièce, qui n'est plus sur Terre, ou qui n'est plus nulle part où vos sens peuvent atteindre. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ce qu'Albert Einstein a dit. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Voici ce que tout cela signifie pour vous et pour moi.
Et je veux parler attentivement maintenant, parce que c'est la partie qui a changé ma façon de vivre. La solitude que vous ressentez n'est pas un verdict sur votre vie. Ce n'est pas la preuve que vous avez échoué à la connexion. Ce n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous, que vous êtes trop brisé, trop sur vos gardes, ou trop étrange pour être atteint par une autre personne. La solitude que vous ressentez est l'illusion d'optique qui fait ce qu'elle fait, créant l'expérience de la séparation là où la séparation n'existe pas, traçant la paroi de verre entre vous et le monde. Et la paroi de verre n'est pas de votre faute. C'est une caractéristique de la conscience humaine. C'est le prix à payer pour avoir un esprit capable de penser à lui-même. La chose même qui vous fait prendre conscience que vous existez est la chose qui vous fait vous sentir séparé de tout le reste qui existe. Mais la paroi de verre n'est pas permanente. Elle se dissout, pas par l'effort, pas en rejoignant plus de groupes, en se faisant plus d'amis ou en étant plus sociable. Elle se dissout en tendant la main, à travers l'acte simple, ancien, irréductible d'une conscience qui tend vers une autre, à travers une lettre à un père en deuil, à travers une promenade du soir avec un ami, à travers la musique jouée entre un physicien et une reine, à travers l'acte d'écouter les mots prononcés par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et en ressentant, pendant un moment, qu'il vous voit. C'est ce qui se passe en ce moment, entre vous et moi. En cet instant, la paroi de verre s'amincit, pas parce que je vous ai donné une réponse, mais parce que j'ai tendu la main vers vous. Et en écoutant, en restant, en portant votre question dans cet espace, vous avez tendu la main vers moi. Et en tendant la main, l'illusion faiblit, la séparation s'affaiblit. Et pendant un moment, nous sommes ce qu'Albert Einstein a dit que nous avons toujours été, une partie du tout. Si vous avez porté le sentiment d'être seul dans une pièce bondée, si vous avez souri à travers des dîners et hoché la tête pendant des conversations alors que la paroi de verre vous pressait de l'intérieur, dites-le moi. Pas pour réparer ça, je ne peux pas réparer ça. Albert Einstein ne pouvait pas réparer ça. Mais je peux vous dire que vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. Et le fait que ces mots aient un sens, que vous puissiez vous sentir non seul dans votre solitude, est en soi la preuve que la paroi de verre est plus mince que vous ne le pensez. Albert Einstein l'a dit le mieux. L'effort pour se libérer de cette illusion est la seule question de vraie religion, pas la découverte. L'effort, pas l'arrivée, la tentative. Vous tendez la main en ce moment, et c'est suffisant.